Bienvenue dans ce tutoriel qui traite de la navigation aérienne en VFR. Il est essentiellement destiné pour ceux qui préparent le BIA. Naviguer, c'est parcourir le globe terrestre par la voie des airs ou des mers. Dans notre cas, ce sera par la voie des airs, à travers ou plutôt entre les nuages. Pour naviguer, il faut comprendre que la Terre est ronde, qu'elle tourne sur un axe dont le pôle Nord se trouve au nord vrai. Grâce à des cartes, sur lesquelles nous tracerons l'équateur, qui est une ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux sur un plan horizontal, et en traçant des méridiens, qui sont des grands cercles qui passent par le pôle Nord et par le pôle Sud. Mais également, nous naviguerons grâce à une boussole ou à un compas magnétique, qui lui donnera une direction par rapport au nord magnétique, qui n'est pas tout à fait dans l'axe du nord vrai. Mais naviguer, ça se fait comment? Une des premières méthodes, celle qui semble plus naturelle, s'appelle le cheminement. C'est comme en voiture ou à pied quand on fait des randonnées. Il suffit de suivre un chemin qui peut être soit un repère au sol dessiné par l'homme, dit artificiel, soit dessiné par la nature, dit naturel. Ainsi, notre cher Dusty traverse la zone en suivant l'autoroute qui descend de Reims jusqu'au sud de Paris. Il pourrait également suivre une autoroute, une vallée, une rivière. C'est tout à fait au choix du pilote. Une autre méthode s'appelle l'estime. On la nomme également la navigation au cap et la montre. Dans cette méthode, où l'on trace essentiellement des lignes droites entre deux points, il nous faudra trouver d'abord une direction. La direction se prend sur les cartes par rapport au nord vrai. Dans ce cas-là, nous dessinons le méridien en bleu. Si nous suivions le méridien vers le haut, nous irions jusqu'au pôle Nord. Ainsi, la direction donnée par l'angle mesuré entre le nord vrai et notre route s'appelle la route vraie. Nous avons vu tout à l'heure que le nord magnétique n'était pas aligné avec le nord géographique. Or, à bord de nos avions, nous utilisons pour nous diriger un compas magnétique qui indique ce nord magnétique. En fonction de notre position sur la Terre, la déclinaison, c'est-à-dire la différence de l'angle entre le nord magnétique et le nord géographique, peut être soit vers l'ouest, elle prend une valeur négative, soit vers l'est où elle prend une valeur positive. Nous pouvons remarquer que les angles sont différents pour une déclinaison est et ouest par rapport à l'angle de la route vraie. La route que nous trouvons en prenant comme référence le nord magnétique s'appelle la route magnétique. Une fois que nous avons la direction, il est bon de connaître également la distance à parcourir. La distance, avec un calcul par rapport à la vitesse que nous connaissons, nous donnera le temps de parcours. Le calcul est le suivant. La distance en milles nautiques sur la vitesse en nœuds nous donne un temps en heures. La troisième méthode s'appelle la radionavigation. Cette méthode utilise des balises radioélectriques qui sont positionnées un peu partout sur le territoire à la surface de la Terre. À l'intérieur des avions, nous trouvons un système de radio qui permet d'afficher la fréquence de la balise et un CDI, le Course Deviation Indicator, qui nous permet de choisir ce qu'on appelle un radial, c'est-à-dire un faisceau radioélectrique que nous pouvons soit suivre pour aller vers la balise ou s'en éloigner, ou utiliser en flanquement pour trouver des points de repère au niveau des croisements. Nous verrons donc en premier les bases pour la navigation, quelques points de perfectionnement, essentiellement basés sur le triangle des vitesses, et enfin, nous aurons un exemple de navigation entre Meaux et Reims-Prunier. La première des bases, c'est le calcul d'une distance entre deux points, ici représentés par des croix rouges. Nous utiliserons une carte à l'échelle 1/250 millième de la région parisienne. Pour rappel, qu'est-ce qu'une échelle? Quand on mesure 1 cm sur la carte, ça équivaut à 250 000 cm mesurés sur le terrain.
Par exemple, si nous mesurons sur la carte un espacement de 15 cm, cela correspondra à 15 fois 250 000, soit 3 750 000 cm sur le terrain. Il est alors plus facile de convertir en kilomètres, ce qui donne 37,5 km. L'unité de mesure la plus utilisée pour les distances en aviation est le mille nautique. Un mille nautique équivaut à 1,852 km. Pour convertir cette distance de 37,5 km en mille nautiques, il suffit de faire le calcul 37,5 divisé par 1,852. La distance entre les deux points est donc de 20 nautiques miles. Nous pouvons également mesurer une distance grâce à des règles qu'on appelle aéro. Ces règles aéro ont souvent plusieurs échelles pour être utilisées sur plusieurs cartes. Il faut donc bien choisir la nôtre. Dans le cas, c'est la deuxième graduation. La lecture est alors directe. Nous pouvons lire tout de suite 20 nautiques. La troisième méthode est la même que les pirates qui utilisent un compas sur leur carte. Quand nous prenons une coupe verticale de la Terre, avec représenté en rouge un grand cercle, soit un méridien, nous remarquons que pour 1 degré d'angle par rapport à l'équateur, la projection à la surface correspond à 60 minutes d'angle, soit 60 nautiques. Sur les méridiens, chaque nautique est représentée par une graduation. Il est alors facile, à l'aide d'un compas, de prendre l'écartement et de le reporter sur un des méridiens. Nous comptons donc 20 graduations qui correspondent à 20 nautiques. Cette méthode ne fonctionne que sur les méridiens. Il est très facile de se tromper en prenant l'écartement et en le rapportant sur les parallèles. Ce n'est pas visible sur la carte, mais les méridiens ne sont pas parallèles. Ils forment une convergence vers le pôle Nord. De ce fait, 20 graduations sur un parallèle ne correspondent pas à 20 nautiques. La mesure sera fausse. Une fois qu'on a la distance, nous cherchons ensuite le temps de trajet. Ce temps est calculé tout d'abord sans vent. Le temps, c'est la distance mesurée fois le facteur de base. Alors qu'est-ce qu'un facteur de base? Prenons l'exemple d'un avion dont la vitesse propre, notée Vp, est de 100 nœuds. Sans vent, cet avion, à cette vitesse-là, parcourt 100 nautiques en 60 minutes. Le facteur de base, c'est 60 divisé par la vitesse propre. Il n'y a pas d'unité de mesure. Dans ce cas-là, nous trouvons 60 par 100 égale 0,6. Cela veut dire que l'avion parcourt un nautique en 0,6 minutes. Dans notre exemple, avec un facteur de base de 0,6, notre distance étant de 20 nautiques à parcourir, le temps sera de 20 fois 0,6, soit 12 minutes. Une fois qu'on a la distance et le temps, il est intéressant de chercher la route à suivre. Tout d'abord, ayant une carte, nous calculons la route vraie. Nous prenons un rapporteur, l'idéal étant de prendre un rapporteur qui fait 360 degrés. Nous le mettons au croisement d'un méridien et de la route, et la lecture est ainsi directe. Nous trouvons une route vraie de 0,62 degrés. En chemin inverse, la méthode est la même. Le rapporteur est mis entre la route et le méridien, et en prenant une lecture dans le sens horaire, nous trouvons 242 degrés. Une fois établie la route vraie, nous avons besoin, pour exploiter l'envol, de connaître la route magnétique. La route magnétique peut être ouest, avec une valeur négative, notée D-, ou est, avec une valeur positive, notée D+. La projection des angles par rapport à la déclinaison montre que pour une déclinaison magnétique est, la route magnétique est plus petite que la route vraie, alors que pour une déclinaison magnétique ouest, la route magnétique est plus importante. On peut en déduire le calcul suivant. La route magnétique est égale à la route vraie moins D. Exemple, la route vraie calculée est de 0,62 degrés. Et prenons tout à fait au hasard une déclinaison magnétique
de 0,05 degrés est, une valeur positive. Traçons ensuite le nord magnétique, qui est à droite du nord vrai, puisqu'il est à l'est. Nous pouvons déduire tout de suite que la route magnétique que nous allons chercher est plus petite que la route vraie. Posons le calcul, route magnétique égale route vraie moins déclinaison magnétique. Dans ce cas-là, route magnétique égale 0,62 degrés moins plus 5, je mets volontairement un plus pour comprendre, ce qui nous donne 0,62 moins 5. La route magnétique à suivre est 0,57 degrés. Prenons l'exemple d'une déclinaison magnétique ouest, même valeur, 0,05 degrés. Traçons le nord magnétique et nous constaterons à ce moment que la route magnétique a une valeur plus importante que la route vraie. En posant le calcul, Rm égale 0,62 moins 5, moins faisant plus, la route magnétique est de 0,67 degrés. Ces calculs sont faits sans vent. Or, à la surface de la Terre, il est relativement rare d'avoir des masses d'air qui sont stables, à part se trouver dans un marais barométrique ou un bon anticyclone. Le vent va avoir deux effets. Tout d'abord sur la vitesse, et ensuite sur la route. Voyons d'abord la vitesse. Nous avons tracé en bleu la masse d'air. Vp correspond à la vitesse indiquée sur l'anémomètre dans l'avion. Nous avons un petit avion qui est une projection en fait de l'ombre de l'appareil et en dessous la vitesse sol. Quand il n'y a pas de vent, la vitesse propre égale la vitesse sol. Quand la masse d'air va dans le même sens que l'avion, nous avons une addition entre la vitesse propre et la vitesse de la masse d'air. En fait, l'avion avance dans une masse d'air qui elle-même avance. Résultat, dans ce cas-là, l'avion avance beaucoup plus vite que quand il n'y a pas d'air. Dans le cas inverse, l'avion avance dans une masse d'air qui recule par rapport au sol. Les deux vitesses, en fait, se soustraient. Le résultat, c'est que l'avion avance beaucoup moins vite que s'il n'y avait pas de vent. La vitesse sol, dans ce cas-là, est plus petite que la vitesse propre. Sur un autre plan, le vent également va avoir des influences sur la trajectoire. Sans vent, le cap de l'avion à suivre est égal à la route. Le cap, c'est l'axe longitudinal de l'avion, c'est-à-dire un axe qui passe par la queue et qui sort par le nez. Quand il y a du vent, dans cet exemple-là, vent de la gauche, l'avion sera dévié par la droite. On parle alors de dérive droite, positive. Si l'avion garde le même cap, il va se faire emporter sur la droite. Un petit peu dans le cas où vous voulez traverser une rivière perpendiculairement au flux et que vous arrivez beaucoup plus bas que le point que vous visez. Et inversement, si le vent vient de la droite, la masse d'air vous pousse sur la gauche de la route et vous avez une dérive gauche qui est dite négative. Il faut pour contrer ce vent et donc rester sur la route, prendre pour une dérive droite un cap magnétique moins important qu'une route magnétique, et inversement, pour garder une route avec un vent qui vient de la droite, prendre un cap magnétique plus important que la route magnétique. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on met le nez dans le vent pour le contrer. Bien sûr, en vol à vue, la dérive peut être prise au jugé, puisqu'on suit des repères au sol. Cependant, la composante de vent, qu'elle soit de face ou qu'elle soit derrière, va influencer sur la vitesse. Et la vitesse entre un point A et un point B va donner un temps de trajet. Ce temps de trajet sera la base de calcul pour la consommation de carburant. Au plus on ira lentement entre A et B, au plus il faudra de carburant. Il est bien entendu possible de faire un mauvais calcul, par exemple prendre une distance sans vent, ne pas majorer de la vitesse du vent de face qui nous ralentit, et à ce moment-là, ne pas arriver à destination parce qu'on tombe en panne d'essence. L'idéal, c'est de pouvoir calculer la composante du vent effectif et traversier. On utilise pour ça le triangle des vitesses. Je représente ici un vent qui vient approximativement du 0,45 degrés.
avec une certaine valeur qui sera tout à fait arbitraire. On peut voir déjà qu'il s'applique de face, donc il va ralentir l'avion, mais également une petite composante de gauche qui va lui donner une dérive droite. Nous cherchons d'abord à avoir la composante du vent effectif. Le vent effectif a l'effet sur la vitesse du sol. Et nous cherchons après à avoir la composante du vent qui nous donne le vent traversier qui lui a un effet sur la dérive. On va appliquer ce triangle des vitesses sur l'avion et on va d'abord chercher à trouver l'angle vent. L'angle vent, c'est ni plus ni moins que la direction du vent par rapport à la route magnétique qu'on doit suivre. Après, tout est question de trigonométrie. Pour trouver la valeur du vent effectif, il faut multiplier la valeur du vent total par le cosinus de l'angle. Et pour trouver la valeur du vent traversier, il faut multiplier la vitesse du vent par le sinus de l'angle. Il est évident qu'en vol, c'est impossible à faire rapidement. C'est pour ça qu'en bas, je vous donne un petit tableau avec les valeurs d'angle 0, 30, 45, 60 et 90 degrés et les sinus et cosinus qui s'y appliquent. Quand le vent vient de derrière, dans ce cas-là, le vent vient du sud-ouest. Nous voyons que l'angle vent reste le même. Donc la valeur de la dérive, le vent traversier, sera le même. Cependant, dans ce cas-là, l'avion aura une dérive gauche, puisque le vent vient de la droite. Et comme le vent effectif vient de derrière, la vitesse sol sera plus importante. Il va donc parcourir moins de temps pour aller d'un point vers un autre s'il a le vent dans le dos. À quoi nous sert le vent traversier? Connaître le vent traversier va permettre de connaître la valeur de la dérive. La valeur de la dérive, c'est le facteur de base de l'avion fois le vent traversier. On le note x. Une fois que nous avons la valeur de x, nous pouvons savoir quel cap prendre par rapport à la route. Le calcul se fait par le principe cap magnétique égale route magnétique moins x la dérive. Dans le cas d'un vent traversier de la gauche, le cap magnétique égale à la route magnétique moins plus x, soit le cap magnétique égale la route magnétique moins la dérive. Dans le cas d'un vent qui vient de la droite, le cap magnétique égale la route magnétique moins la dérive, ce qui veut dire en fait cap magnétique égale route magnétique plus la dérive. Voler par vent de travers donne l'effet d'avoir un avion qui avance en crabe. Au plus le vent de travers sera fort, au plus l'effet sera important. Malheureusement, le compas magnétique subit les influences des masses métalliques autour de lui, des champs magnétiques. Et quand nous lisons un cap magnétique, il faut appliquer une correction qui est indiquée dans un tableau qui se trouve à côté ou en dessous du compas. Ce tableau est réglé par des mécaniciens. Nous avons donc en haut le cap magnétique lu sur le compas magnétique et en bas en rouge la correction à appliquer que nous appelons la déviation. Il faut se rappeler une chose. La déclinaison magnétique vers l'ouest, ou la dérive gauche, ou la déviation gauche, ont toujours des valeurs négatives. La déclinaison magnétique est, ou la dérive droite, déviation droite, ont des valeurs positives. Tout comme les caps, quand on part à droite, ils augmentent. On peut retenir donc valeur positive. Quand on part à gauche, ils diminuent. On peut retenir valeur négative. Voyons maintenant un exemple. Nous allons imaginer une navigation entre l'aérodrome de Meaux, noté LFPE, c'est le code OACI, et l'aérodrome de Reims-Prunet, dont le code est LFQA. Nous avons ce jour-là un avion dont la vitesse propre est de 120 nœuds. Nous savons, grâce à la lecture des cartes, que la déclinaison magnétique est de 4 degrés est. La météo nous donne un vent régulier sur l'ensemble du parcours, du 90 degrés pour 15 nœuds. Nous savons donc que le vent vient de l'est. Traçons donc notre route entre Meaux et Reims-Prunet. Nous allons d'abord trouver la route vraie. Appliquons le rapporteur, mesurons entre le méridien et la route. La valeur trouvée est de 0,70 degrés. Calculons ensuite la distance.
Nous prenons notre règle aéronautique et nous mesurons une distance de 55 nautiques. Avec cette distance, calculons donc le temps sans vent pour rejoindre Meaux à Reims-Prunet. L'avion a une vitesse propre de 120 nœuds. Il nous faut donc trouver le facteur de base. Le facteur de base, c'est 60 divisé par 120. La valeur est donc de 0,5. Pour savoir le temps sans vent, nous multiplions 55 nautiques par 0,5. Nous trouvons 22,5 minutes. Il faudra donc sans vent 22 minutes et 30 secondes pour aller de Meaux à Reims-Prunet. Calculons maintenant la route magnétique. Sur la base du calcul, route magnétique égale route vraie moins déclinaison. Nous prenons les valeurs que nous obtenons par tracé du rapporteur, 70 degrés, et nous enlevons la valeur de la déclinaison magnétique que nous avons eue dans l'énoncé, 4 degrés est, valeur positive. La route magnétique à suivre est donc de 70 degrés moins 4 degrés, soit de 0,66 degrés. Cherchons maintenant la vitesse sol. Le vent vient de l'est. Nous pouvons en déduire que si nous allons vers Reims-Prunet, nous avons une composante de vent de face. Nous mettrons donc forcément plus de temps. Pour connaître le temps, d'abord nous calculons l'angle vent. C'est la direction du vent moins la route magnétique. Dans ce cas-là, avec un vent du 90 degrés, l'angle au vent est de 24 degrés. Ensuite, nous cherchons à savoir la composante du vent effectif. En utilisant la règle trigonométrique, vitesse du vent fois cosinus de l'angle, nous avons un vent effectif de 13 nœuds. La vitesse sol, c'est la vitesse propre moins le vent effectif, soit 120 nœuds moins 13. Nous avancerons sur la vitesse sol à 107 nœuds. Calculons ensuite le temps que nous mettrons réellement ce jour-là avec le vent établi. Le temps avec le vent, c'est la distance divisée par la vitesse sol. Nous obtenons alors un temps de 0,51 heures, soit 31 minutes. Nous mettrons aujourd'hui, avec le vent établi de face, 8,5 minutes de plus qu'un jour sans vent. Cherchons ensuite la dérive pour pouvoir, au final, calculer le cap magnétique à suivre. Le vent est du 90 degrés. Il vient donc de notre droite. Nous pouvons en déduire que le cap magnétique sera plus important que la route magnétique. L'angle au vent, nous le connaissons, 24 degrés. Donc le vent traversier, la composante qui va nous dévier de la route, est de vitesse du vent fois sinus alpha, 6 nœuds. La dérive, c'est l'avant traversier fois le facteur de base. Le facteur de base étant de 0,5, notre dérive sera de moins 0,03 degrés gauche. Le vent vient de la droite, donc nous dévions vers la gauche. Notons la valeur et cherchons maintenant le cap magnétique. Le cap magnétique, c'est la route magnétique moins la dérive. Le calcul nous donne 66 degrés moins 3. Le cap magnétique à suivre est de 0,69 degrés. Appliquons ensuite le cap compas. La valeur à prendre en compte est celle la plus proche de 69, soit 60 degrés. Le cap compas, c'est le cap magnétique moins la déviation, qui est ici de moins 2 degrés. Le cap compas à suivre est de 0,71 degrés. Une fois que nous avons calculé la vitesse, la distance ainsi que le cap, nous avons besoin de savoir si, sur notre route, nous allons rencontrer des espaces aériens interdits et définir une hauteur de vol. J'ai représenté en bas à droite une coupe verticale du trajet entre Meaux-Esbly et Reims-Prunet. La première zone qui nous apparaît sur la carte, en rouge, est la TMA Paris 2. C'est une classe A qui veut dire interdite au VFR. Cette zone ne part pas du sol. Elle part de 1500 pieds et s'arrête à 2500 pieds. Au-dessus, la classe TMA Paris 3, toujours une classe A, commence à 2500 pieds et termine à 3005.
Encore au-dessus, et beaucoup plus grande, la TMA Paris 4, qui va de 3500 pieds à 4500 pieds. Et enfin, la TMA Paris 5, classe A, qui va de 4500 pieds au niveau de vol 0,65. Entre-temps, nous serons rentrés dans le SIV 5 Seine, qui va de la surface et qui s'arrête au niveau de vol 0,75. Le SIV n'est pas une zone contrôlée. Il s'agit d'une zone de service d'information de vol, dans laquelle il est conseillé de prendre contact radio pour pouvoir bénéficier du service d'alerte en cas de problème et également de l'information de trafic. Nous pouvons alors définir une altitude. Dans ce cas-là, nous serons limités tout d'abord par le plancher de la zone TMA Paris 2 qui était 1500 pieds, et nous voyons qu'au plus nous nous éloignons de Meaux, au plus nous pouvons monter. Pour éviter d'être trop bas, puisque la limite c'est 500 pieds par rapport au sol, nous cherchons le point le plus haut sur le trajet qui est de 500 pieds, et nous décidons donc de ne pas aller en dessous de 1000 pieds. Le trajet qui s'affiche est tout à fait arbitraire. Nous pouvons monter beaucoup plus haut, et la distance étant plus courte, on perdrait du temps. Il est temps maintenant de remplir le log de navigation que certains appellent le plan de vol. Le log de navigation se fait souvent sur une feuille de format A5 pour tenir sur la cuisse et doit être assez simple et concis pour pouvoir avoir les informations pertinentes du premier coup d'œil. Nous allons rentrer la route entre Meaux et Prunay, et dans le point de report, très logiquement, nous mettons un FPE qui est le point de départ. Dans le cas d'une navigation courte comme celle-ci, s'il fait beau, il est possible presque de voir Reims dès le décollage de Meaux. Cependant, pour éviter de se perdre, nous allons prendre des repères tout le long du trajet, en prenant des repères au sol facilement identifiables. Dans mon exemple, j'ai pris l'autoroute, la ville de Château-Thierry, ainsi que les antennes, pour arriver au final à Prunay. Je vais reporter les câbles magnétiques que j'ai trouvés tout à l'heure dans le calcul. Il s'agit d'une ligne droite. Le report est facile. Ensuite, je vais calculer mes distances entre chaque point de repère. Et je les reporte comme indiqué sur la fiche. Entre Meaux et l'autoroute, il y a 9 nautiques. L'autoroute Château-Thierry, 13 nautiques. Ensuite 20 et encore 13 nautiques. Connaissant enfin la vitesse de mon avion par rapport au sol, je peux calculer le temps corrigé du vent. Ainsi, je mettrai 5 minutes sur la première branche, 7 sur la deuxième, 12 sur la troisième et 7 sur la quatrième. Ça me fait un résultat de 31 minutes comme je l'ai trouvé tout à l'heure. Je vais reporter l'altitude minimum que j'ai calculée pour être en sécurité et également l'altitude maximum. Dans ces cas-là, je prends sur la branche celle la plus défavorable qui est ici prise par rapport aux zones de la classe A. Ainsi, sur la première branche, je prends 1500 pieds. Sur la deuxième branche, je prends 2500 pieds et sur la troisième, 3500 pieds qui correspondent au plancher des TM. Sur la quatrième branche, je pourrais monter beaucoup plus haut, mais comme le but est de descendre vers l'aérodrome, je ne prends pas d'altitude maximum. Je vais ensuite utiliser les aides de radionavigation. Le but est de travailler en flanquement des radiales de chaque VOR le long de la route. Pour le VOR de Coulommiers, je prends un radial qui va couper le premier point de repère. Sur la rose des caps qui entoure le symbole du VOR, je peux lire 0,12 degrés. Il s'agit d'un QDR. Pour le VOR de Châtillon, je lis un QDR de 230 degrés. Cependant, pour que l'indication du CDI soit directionnelle et non antidirectionnelle, je préfère enregistrer sur la couronne des caps, qu'on verra tout à l'heure, un QDM, c'est-à-dire 0,50 degrés. En bref, le QDR, c'est le relèvement de l'avion du point de repère par rapport à la balise, alors que le QDM, c'est le relèvement de la balise par rapport au point de repère. Enfin, je vais utiliser le VOR de Reims pour trouver un radial qui vient couper le point de repère des antennes. Le QDR sera de 210 degrés. Je prends un QDM inversé de 180 degrés au 0,30 degrés. Je vais reporter ces indications dans chaque case de point de repère de mon log de nav.
Il suffira ensuite, pendant la navigation, que je sélectionne pour chaque VOR la fréquence VHF sur la radio et qu'à l'aide de la molette OBS, j'affiche le QDM ou le QDR choisi. Pour le VOR de Coulommiers, vous voyez sur le CDI que la flèche blanche en haut du cadran indique 0,12. Pour le VOR de Châtillon, noté CTL, nous voyons que le QDM affiché est 0,50 et pour le CDI de Reims, nous voyons que le QDM est de 0,30. Pendant la navigation, l'aiguille blanche sur le CDI va représenter le faisceau radioélectrique qui passe par le VOR et qui passe par le point de repère. Ainsi, sur le VOR de Coulommiers, si nous arrivons à projeter notre route partant du centre du CDI vers le cap 69, nous nous rendons compte alors que le faisceau radioélectrique est devant nous. Au plus nous allons nous rapprocher du point de repère de l'autoroute, au plus l'aiguille va se rapprocher du centre. Une fois que l'aiguille est au centre, cela veut dire que nous sommes sur le faisceau radioélectrique. En quittant ensuite ce point de repère, l'aiguille passera à l'arrière. Il en sera de même pour chaque VOR. Une fois que j'ai décollé, je vais indiquer l'heure dans la case HR du point de départ à l'FPE. HR veut dire heure réelle. Je sais que le prochain point de repère est à 5 minutes de vol. Je vais donc indiquer l'heure estimée. Pour plus de clarté, je ne marque que les minutes. Dans ce cas-là, 0,5 veut dire 12h05. Une fois au passage à la verticale de l'autoroute, je note à côté l'heure réelle et je fais une comparaison. Si l'heure réelle correspond à l'heure estimée, j'ai fait un bon calcul de vent. Si l'heure réelle ne correspond pas, soit j'ai été retardé, soit je suis arrivé en avance, et à ce moment-là, je devrais appliquer une correction pour les prochains points. Ainsi de suite, nous allons vérifier l'heure par rapport au temps calculé au-dessus de chaque point de repère. Vous voyez également que l'avion a un cap représenté par la petite flèche bleue qui est supérieur à la route sélectionnée. Il s'agit là du cap magnétique qui est pris par rapport à la dérive, sachant que le vent vient de la droite. Je vais lancer une simulation dans laquelle vous allez pouvoir noter dans le log de navigation les heures indiquées et le mouvement des aiguilles sur chaque CDI. Nous passons sur le faisceau radial du CDI de Coulommiers, nous rapprochons de Châtillon, nous passons sur le radial de Châtillon, nous nous rapprochons de Reims et nous passons sur le radial de Reims. Dans le même temps, nous voyons les heures s'afficher estimées, les heures réelles, et à chaque fois, nous ajoutons les prochains temps entre chaque étape. Une fois que la fiche est remplie, que faire avant de partir en vol? Eh bien, si nous utilisons un avion avec un moteur à essence, il va bien falloir calculer la quantité de carburant à embarquer. Cette quantité est basée tout d'abord sur la consommation sur les étapes. Cette consommation est basée sur le temps de vol qui est calculé en prenant en compte le vent comme on l'a fait. On va y ajouter à ça les réserves qui sont imposées par la réglementation. Enfin, on prend des réserves de bon sens pour pallier à tout aléa ou également à trouver des routes alternatives en cas de souci. Une fois que le devis de carburant est fait, nous connaissons la masse de carburant à embarquer. Nous allons donc rédiger le rapport de pesée. Il s'agit du devis de masse et de centrage. La première chose est de vérifier que l'avion n'est pas en surcharge. Une fois que c'est fait, il faut vérifier où se situe le centre de gravité avec le chargement de l'avion ce jour-là. Le centre de gravité doit se trouver dans une enveloppe qui est comprise entre une limite avant et une limite arrière. Ensuite, nous allons, avant le vol, vérifier les dernières observations et prévisions météorologiques. La plupart du temps, les vols sont préparés quelques heures, voire quelques jours à l'avance, et la météo n'est pas assez précise. Il est donc important de vérifier sur l'ensemble du trajet les données météo disponibles sur les sites spécialisés. Enfin, nous allons vérifier plusieurs informations réglementaires, pour commencer,
qui sont les NOTAM, Notice to Airmen. Il s'agit de messages d'éléments particuliers ou temporaires, tels qu'une fermeture de piste, une création de zone interdite, un exercice militaire, ou tout simplement la présence aux abords d'aérodromes d'obstacles tels que des grues. Enfin, la France étant couverte de zones militaires, nous allons vérifier celles qui sont actives ou pas. Il serait très désagréable de se retrouver dans un couloir de vol à très basse hauteur et très forte vitesse, où le pilote de l'avion de chasse n'assurera pas l'anti-abordage. Le dernier point à vérifier concerne l'avion, mais surtout ses documents. Les documents doivent être à jour, l'avion en état de navigabilité, ce qui veut dire qu'il est capable de voler administrativement, mais également d'un point de vue technique. Et enfin, celle ou celui qui fait avancer l'appareil, le pilote. Ses qualifications de classe ou de type doivent être à jour, son expérience également, par exemple pour l'emport de passagers. Sa visite médicale doit être à jour avec une aptitude en fonction de son vol, qu'il soit professionnel ou non. Mais surtout, il doit juger par lui-même de sa santé et de son aptitude à entreprendre le vol. Il est bien sûr inconcevable qu'un pilote qui n'a pas dormi la veille, qui a fait la fête, qui est fatigué, ou qui est encore sous l'emprise d'un état alcoolique ou même de médicaments, prenne l'avion. Vous l'avez compris, une navigation, si petite soit-elle, demande beaucoup de travail. Nous n'avons pourtant pas abordé les réglementations concernant les hauteurs de survol, ni le devis de carburant, le masse et centrage en détail. Merci pour votre attention et bonne révision à vous pour ceux qui passent un examen.